Bon bah salut Blaise. Salut Corentin, je suis content de te rejoindre aujourd'hui. Bah merci beaucoup d'avoir pris le temps, c'est hyper cool. Ça fait des années qu'on se connaît à la fois comme entrepreneur et aussi comme investisseur. Ouais, tout à fait. Et donc aujourd'hui on va parler entrepreneuriat plutôt, même si je pense que dans quelques mois on parlera peut-être aussi investissement ensemble si ça te dit. Hmm, avec plaisir. Aujourd'hui, on va essayer de creuser le sujet du software, donc du logiciel. Alors, surtout, ne partez pas si vous n'êtes pas ingénieur, si vous n'y connaissez Ouais. rien. Justement, en fait, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous montrer comment vous pouvez vous débrouiller pour lancer un projet dans un secteur dans lequel vous connaissez pas encore grand-chose. Parce que forcément, avant de se lancer, on ne connaît pas encore tout. Même quand on est ingénieur, on ne connaît pas tout. Hein. Et donc, on a fait plusieurs vidéos comme ça sur les restaurants, par exemple. Avant de lancer un restaurant, tu n'as jamais tenu un restaurant. Et donc, on a Quentin et Marianne qui nous ont superbement parlé de comment ils ont fait et comment très concrètement ils ont lancé leur resto. Et au tout début, surtout, c'est quoi les premières steps, les premières étapes à faire? Parce qu'en fait, souvent, ce qui bloque les gens pour se lancer, c'est pas en fait le run, c'est pas l'exploitation, Hmm, c'est le tout début. C'est genre, mais qu'est-ce que je fais au ouais. tout début, très concrètement? Et c'est ça que j'aimerais vraiment explorer avec toi aujourd'hui. Ok. Voilà, mais alors d'abord, première question très simple. Pourquoi, je t'ai demandé à toi, pourquoi tu es légitime pour nous Hmm. parler de ce métier, de ce secteur du software as a service, donc du SaaS? Ouais, alors légitime, j'espère que je le suis, je le serai. En tout cas, ouais, pour t'expliquer un petit peu mon parcours, donc moi j'ai 45 ans, j'habite dans la région lilloise. J'ai fait des études, moi, plutôt dans l'informatique. Alors des études, j'ai fait un bac plus 3 en informatique et assez vite. Je n'étais pas trop un fan de l'école. Assez vite, j'ai voulu aller me frotter sur le terrain et donc j'ai commencé à bosser dans les années 2000 et j'ai eu l'occasion de bosser dans plusieurs entreprises dans le domaine du développement logiciel, dans le réseau informatique également. Et ensuite, j'ai eu l'occasion et une chance de faire un parcours de 6 ou 7 ans chez Decathlon, puisqu'il y a le siège de Decathlon qui est ici dans le nord à Lille, où j'ai pu intégrer un grand groupe et découvrir un peu à une autre échelle des projets de déploiement de projets informatiques. J'ai eu l'occasion avec Decathlon de partir un peu à l'étranger, aller ouvrir Decathlon en Chine, qui a été pour moi aussi un déclencheur au moment où je me disais depuis la sortie de l'école que je voulais créer mon entreprise parce que finalement moi voilà, ça a toujours été mon moteur, c'était de me dire bon, à quel moment je me lance, quand est-ce que je vais avoir l'idée. Et finalement cette mission en Chine avec Decathlon a été le déclencheur. Quand je suis revenu à Lille, je me suis dit allez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et par chance, à ce moment-là, j'avais pu échanger avec mon associé, enfin, qui est devenu mon associé, sur différents sujets, différentes thématiques. Et à l'époque, c'était l'arrivée de la vidéo sur Internet. Donc là, je te parle de ça, on est en 2008. 2008, c'est l'arrivée de YouTube, Dailymotion, mais quand je te dis l'arrivée, c'est qu'il va y avoir 10 vidéos sur la plateforme. Ouais, c'était le tout début. Flash, une technologie permettait de diffuser la vidéo. Et à l'époque, le constat qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est dit, bon voilà, il va y avoir une explosion d'utilisation de la vidéo sur Internet. Toutes les plateformes qu'on voyait apparaître étaient des plateformes grand public. Et on s'est dit qu'il y avait sûrement une place à prendre dans la partie B2B. On s'est dit que les entreprises allaient sûrement aller avoir besoin de ces technologies, mais pour diffuser de la vidéo en interne. Et donc, on a créé cette société NovaStream donc en 2008. Donc, on a été accompagné par le réseau Entreprendre notamment, dans lequel je suis aussi pas mal impliqué aujourd'hui. Et on a créé cette entreprise NovaStream avec une proposition assez simple. C'était de permettre à plutôt des grosses entreprises, nos clients étaient des grands comptes, de leur permettre de stocker et diffuser de manière sécurisée des contenus vidéo à destination de leurs collaborateurs. Donc, contenu de formation, contenu technique. L'idée, c'était de pouvoir diffuser sur intranet des contenus vidéo. Et donc ça, cette société, on l'a développée, donc on était installé à Lille, on l'a développée pendant 12 ans. Et j'ai eu l'occasion de céder cette entreprise en 2021 à un groupe qui s'appelle l'UMAPS, qui est une société qui est française, qui est installée en région lyonnaise
qui est le leader mondial, donc Cocorico, parce que c'est vraiment une très belle réussite, des plateformes intranet, donc des solutions de collaboration en entreprise. Et en fait, ils sont venus sonner à notre porte simplement parce que la vidéo avait, grâce au Covid, entre guillemets, avait explosé dans les entreprises et ils avaient besoin d'intégrer donc la vidéo au sein de leur solution SaaS. Et donc là, pour faire le parallèle avec le SaaS, on est passé, nous, d'une structure NovaStream où on était une douzaine de collaborateurs et qui ont développé cet outil qu'on vendait à des grands comptes. On est passé, effectivement, on a eu le sentiment de passer un peu en Ligue des Champions parce que là, on a intégré une société qui avait levé plus de 100 millions de dollars, qui est présente en France, évidemment, mais un peu partout en Europe. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de bureaux en Asie. Donc, ils ont 300 salariés. Enfin, voilà. Donc là, on est passé dans le SaaS, mais vraiment l'éditeur SaaS de Ligue des Champions, comme je dis. Donc ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a connu les deux niveaux. J'ai appris beaucoup de choses pendant ces différentes missions. Donc, je suis resté pendant 1 an et demi chez l'UMAPS pour m'occuper donc du déploiement de l'UMAPS Play. Donc, l'UMAPS Play, c'était le mariage de l'UMAPS et de la solution vidéo NovaStream, qui a rencontré un beau succès. Aujourd'hui, c'est un produit qui marche très, très bien chez les grands comptes. Et donc, après une période de pause de quelques mois, le virus de la création d'entreprise est revenu, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec mon ancien associé, avec qui je souhaitais à nouveau relancer un projet, et Mathieu, un de mes anciens clients qui était devenu ami. On a pas mal échangé sur les projets, les idées qu'on pourrait avoir à développer une nouvelle solution SaaS, un nouveau logiciel. Moi, j'avais clairement exprimé le fait que l'utilisation de l'intelligence artificielle était un point important. Donc, j'ai absolument voulu qu'on intègre ces technos dans la démarche. Donc, c'est pour ça que je suis allé voir Mathieu, parce qu'il avait une expertise dans ce domaine. Et puis, en discutant avec Mathieu, il nous a remonté un problème récurrent qui était présent dans les entreprises. On est vraiment sur une niche. On est en train de développer un software, un logiciel qui permet aux équipes d'administration des ventes, donc dans des grosses entreprises, des entreprises qui reçoivent au quotidien des centaines, voire des milliers de commandes. En général, ils reçoivent des appels téléphoniques, ils reçoivent des flux EDI, mais ils reçoivent également beaucoup d'emails qui contiennent des pièces jointes. Et c'est un vrai pain point, comme on dit, un vrai problème, puisqu'aujourd'hui, ils doivent ressaisir finalement ces commandes dans leur ERP, dans leur logiciel de gestion. Et donc, on est en train de développer, on a finalisé notre MVP, on va en reparler juste après. On a finalisé notre MVP et on est en train en ce moment on a mis en place la solution en production et on est en train de terminer la version 1 de notre software. Donc, VistaFlow, c'est le nom de cette nouvelle structure, une nouvelle startup qu'on a lancée. Donc, on est au tout début du projet, on espère que ça va bien fonctionner. Ok, top. Donc, tu as connu le parcours de zéro, donc from scratch, avant le lancement, au développement de la société et à la vente, à la cession de la société et aussi à l'intégration de ta société dans une grosse société. Et ensuite, tu as connu aussi le fait de partir et de repartir de zéro pour créer un nouveau projet. Voilà, exactement. On va essayer de reprendre tout ce qu'on a appris pendant toutes ces années. Je pense qu'il y a pas mal de points intéressants. On va les évoquer aujourd'hui, mais voilà, la secret sauce, en tout cas, les points importants à noter, je pense qu'on va les aborder aujourd'hui. Nous, en tout cas, on essaye là, maintenant, dans un nouveau projet, de se les appliquer et on fait attention à ça tous les jours. Ok. Alors, donc, rapidement, en quelques mots, de manière très simple, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un SaaS? Ouais, alors le SaaS, c'est vrai que c'est un terme qui peut amener à être un peu étrange. C'est donc un terme anglais qui signifie Software as a Service. Alors pour vous expliquer, pour faire un parallèle, l'idée c'est de ne plus acheter une solution, un logiciel et de l'installer sur son serveur, de l'installer sur son ordinateur, mais de louer finalement l'accès à une application, à un logiciel en ligne. Je vais vous prendre un parallèle qui, je pense, va vous parler à tous. Il y a quelques années, on achetait la suite, le pack Office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint. On achetait à l'époque, il y a très longtemps, des disquettes, puis des CD-ROM, et on installait cette application sur son ordinateur. On devait la paramétrer, on devait avoir l'ordinateur suffisamment puissant pour l'exploiter, on devait le mettre à jour, on recevait des mises à jour parfois installées, et on devait gérer des sauvegardes. Voilà. Ça, c'est l'ancien monde, entre guillemets, le monde du software classique. Le SaaS, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir déployer une application, un logiciel, et si on prend l'exemple de Word et Excel, c'est un très bon exemple,
puisqu'aujourd'hui, si vous utilisez la suite, le pack Office, vous l'utilisez en ligne. Vous n'avez plus rien à installer. Vous ouvrez votre navigateur, vous créez un compte, vous payez, et c'est parti, vous êtes prêt à utiliser immédiatement la solution. Donc les avantages, c'est quoi? C'est que, j'ai rien à installer, donc je peux l'utiliser, décider de l'utiliser dans 5 minutes si je le veux. Donc c'est dématérialiser le logiciel. C'est très facile à déployer, donc c'est très facile à tester. Ça, c'est un des avantages dans les phases de commercialisation, on va en parler après. C'est scalable. Alors, quand on dit scalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, qu'on soit 10, 20, 100 ou 1000 dans l'entreprise à utiliser le logiciel, bah, on n'a pas à s'en soucier. Avant, il fallait rajouter des serveurs, rajouter de la mémoire, etc. Bon, ça, c'est terminé avec le SaaS. C'est une solution, c'est pas un détail, mais qui est tout le temps à jour. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous soucier de savoir si la dernière page de sécurité ou si telle fonctionnalité a été mise à jour, la TVA est à jour, j'en sais rien. Ça va se faire. C'est l'éditeur qui va se charger et d'être responsable de la mise à jour de la solution. Et enfin, et ça, c'est pas un détail commercialement, on simplifie la distribution. Puisqu'avant, pour vendre un logiciel, bah, il fallait un commercial, il fallait se déplacer, il fallait éventuellement envoyer le software, l'installer sur un serveur. Là, la distribution se fait par le simple accès à un navigateur. Vous tapez l'adresse de la solution, vous vous identifiez, c'est parti. Donc forcément, ça ouvre des perspectives en termes de déploiement à l'international, notamment, ou d'accès au marché beaucoup plus facile. Voilà. Donc, et pour terminer, du point de vue entreprise, start-up, c'est aussi un modèle qui est extrêmement intéressant, puisqu'on passe d'un modèle de vente à un modèle de location. Et ça, c'est pas un détail, puisque plutôt que de se battre à aller vendre des licences logicielles et tous les ans sortir de nouvelles versions, essayer de les revendre, et ben là, en fait, on vend l'accès, on loue l'accès à l'application. Et donc, on abonne et on a donc un revenu récurrent, ce qui forcément est assez agréable quand vous avez réussi à avoir atteint votre rentabilité. Vous avez un coussin, entre guillemets. Alors, on va voir qu'il faut maintenir et entretenir, mais en tout cas, on a un revenu régulier. Ça, c'est aussi important. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc imagine, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe. Mais c'est une personne qui n'est pas ingénieur informatique, ne sait pas coder, mais a bien compris que dans ce monde du SaaS, du cloud, de l'informatique, il y a de la valeur à aller chercher, il y a de la valeur ajoutée à transmettre à ses clients. Il ou elle a repéré une niche de marché où il a vu autour de lui ou d'elle 10, 15, 20 sociétés qui ont le même problème et il se dit, attends, ça, avec quelques milliers de lignes de code, je peux automatiser cette tâche et vendre ça, comme tu viens de le dire, en mode un peu location et empiler les clients et faire et construire une vraie boîte. Alors, toi, tu as cette idée-là aujourd'hui, tu es ingénieur informaticien et tu es très expérimenté, donc tu peux le faire toi-même. Maintenant, il y a plein aussi de gens qui se disent, attends, je vais soit m'associer pour le faire, soit recruter des gens pour le faire, soit maintenant, depuis quelques temps, faire du no-code, ce qu'on appelle du no-code ou du low-code, etc., pour le faire. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu très concrètement les premières étapes à mettre en place? Parce que on peut se dire, OK, j'ai une idée de ce à quoi ça peut ressembler, mais c'est une telle montagne que comment je vais, tu vois, je vois pas en fait le parcours pour y arriver. Et c'est là où, évidemment, tu peux nous parler des MVP et autres. Ouais, alors effectivement, ce qui est important, c'est déjà dans un premier temps de trouver le pain point, en tout cas, trouver le why, comme on appelle ça. Être très très clair, et ça c'est vraiment impératif, d'être très très clair sur le problème que l'on va résoudre. Si demain j'ai besoin de simplifier la comptabilité d'un artisan, si j'ai besoin de simplifier la prise de notes, voilà. En tout cas, il faut être très au clair sur comment je fais, comment font aujourd'hui les utilisateurs, comment demain ma solution va pouvoir l'améliorer. Donc est-ce que je peux automatiser? Est-ce que je peux améliorer l'expérience utilisateur? Voilà. Donc c'est être très au clair sur la solution qu'on vient résoudre. La deuxième chose, c'est être très au clair aussi sur la cible. Parce que là, tu as noté effectivement, tu as parlé de petites entreprises ou d'artisans ou d'un certain corps de métier. Ça, c'est un de mes premiers conseils. Je pense qu'il faut éviter d'aller sur les autoroutes et plutôt aller chercher les niches et prendre les petits chemins de traverse. Pourquoi? Parce que sincèrement, vous ne pourrez pas lutter contre les gros éditeurs du marché.
les Microsoft, les Sage, les éditeurs de solutions en ligne. Ils ont déjà des capacités de développement énormes, ils ont beaucoup d'argent et ils s'attaquent à des marchés importants. Allez plutôt rechercher effectivement des niches, des problématiques qui sont rencontrées en entreprise, des choses assez précises. L'exemple de VistaFlow que je vous ai cité, on va s'adresser à des services d'administration des ventes. Ils ont une problématique sur le traitement des bons de commande par mail. Et ils ont besoin de l'intégrer dans un ERP. On est quand même sur quelque chose de très, très spécifique, mais ils sont un grand nombre à nous exprimer ce besoin. Ça, c'est un bon exemple. Donc, la première chose, c'est écouter, observer, échanger avec vos proches, aller interroger des professionnels, aller dans les entreprises, parler avec vos proches en leur demandant d'expliquer leur métier, en leur disant mais réfléchis au quotidien, quels sont les moments dans ta journée où tu as des difficultés, où tu perds du temps. Et c'est comme ça que vous allez potentiellement trouver l'idée. C'est comme ça qu'on a trouvé l'idée de VistaFlow. Voilà. Ça, c'est la première chose. Pour répondre après à ta question OK, c'est très bien, j'ai trouvé mon idée, mais comment je vais passer de l'idée au compte? Alors, je vais être assez réaliste là-dessus. Pour moi, le no-code, ou éventuellement faire appel à un sous-traitant ou un freelance qui va m'aider à designer ou à faire une maquette ou un proto de mon logiciel, c'est une bonne chose pour présenter le concept, l'expliquer ou en tout cas pouvoir le manipuler. Mais pour moi, de manière réaliste, c'est pas quelque chose qui tient la route sur du moyen ou long terme. Pourquoi? Parce que être éditeur SaaS, c'est avant tout être éditeur de logiciels. Et à partir du moment où on est éditeur de logiciels, OK, il y a l'idée, mais il y a la réalisation. Et pour la réalisation, et pour qu'un software fonctionne, il faut absolument qu'il soit irréprochable techniquement. Donc ça veut dire que oui, au tout début, on peut se permettre, pour bien réaliser un cahier des charges, de faire du no-code ou de se faire accompagner ou externaliser une partie du développement. Mais Marocco, c'est à moyen ou long terme, il est indispensable que vous ayez soit un associé vraiment impliqué dans le projet, soit un collaborateur expérimenté dont le métier c'est la technique et qui est expérimenté. Parce que clairement, en tout cas, j'en ai pas de connaissance. J'ai pas de connaissance aujourd'hui de solution SaaS dans lequel il n'y a pas un associé ou un CTO qui tient la route. Voilà. Ok, très clair. Merci pour cette reco et cette franchise. Euh, Toi, tu dirais que ça prend combien de temps au début, combien de jours, combien de semaines, combien de mois pour sortir un MVP, donc un minimum viable product, donc un prototype Mhm. fiable? Alors évidemment, ça dépend énormément de qu'est-ce qu'on veut développer, quelle va être la solution à terme, à long terme. Mais tu dirais quoi comme un peu fourchette? Il faut s'attendre à quoi en termes de moyens humains, en termes de timing? Alors, forcément, c'est la question compliquée parce que ça va dépendre de l'ampleur du projet. Mais effectivement, si on est sur des fonctionnalités très simples, je sais pas, par exemple, j'ai une problématique d'analyse d'un document, je voudrais pouvoir extraire tel type de données et le sortir sous tel format. Voilà, si c'est quelque chose vraiment très simple dans l'intitulé au départ, on va dire que normalement, sous un délai de 1 à 2 mois, on doit être en capacité de sortir un prototype qui va permettre, de vérifier que c'est pas du rêve, qu'on est vraiment en capacité de le faire techniquement, euh, d'évaluer aussi les coûts, parce que on va utiliser une infrastructure, on va développer, donc on va faire du code, on va devoir pourquoi pas utiliser des services tiers. Ça va permettre aussi de savoir un petit peu ce que ça coûte. Je pense que sur des projets très simples, 1 à 2 mois permettent de faire un POC. Sur des projets un petit peu plus complexes comme celui sur lequel on est, où il y a vraiment de l'algo des choses beaucoup plus complexes en back-office, ça peut prendre 4 à 6 mois. Voilà, pour réussir à avoir un produit qui, à la fin, fait vraiment le job, c'est-à-dire on tient la promesse. Donc, en l'occurrence, nous, c'est oui, votre commande a été reconnue et elle est présentée. Et ça, c'est hyper important. N'oubliez jamais de garder des interfaces hyper simples à utiliser. Parce que la clé de la réussite et de l'adoption de votre produit, OK, ça fait le job, mais ça doit le faire dans des conditions de travail, dans des conditions d'interface qui sont rapides, fiables, agréables. Donc, ne pas perdre cet aspect-là. C'est vraiment aussi ma recours. Ce qu'on appelle l'UI et l'UX. C'est ça, exactement. Ok. L'expérience utilisateur, l'interface, ne doit vraiment pas être négligée. On parle du front et du back. Le back, c'est la moulinette qui tourne derrière pour faire les calculs, pour l'algorithme. Et la partie front, c'est cette expérience, cette interface
qui doit être agréable à utiliser, qui a autant d'importance que le back-office. Enfin, c'est vraiment… Et aujourd'hui, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, il y a des startups qui se lancent sur des business déjà existants. Simplement, leur approche, c'est on va revoir l'interface. Elle est juste trop vieille, c'est complexe. On va simplifier l'expérience de scanner un ticket de parking, enfin une note de frais. On va voilà. Donc ça peut être aussi une idée simplement de d'améliorer l'expérience utilisateur sur quelque chose qui existe déjà, quoi. Voilà. Ok. Imaginons que j'ai trouvé un associé qui est tech, qui est ingénieur informaticien, qui est codeur, ou que j'ai trouvé un premier employé. Imaginons que moi je le sois pas. Comment est-ce que je peux bien dialoguer avec lui ou avec elle? Est-ce que tu recommandes de faire des formations un peu courtes, type Le Wagon et autres, pour s'acculturer un peu à ça? Ça, c'est la première un peu partie de la question. Et deuxième partie aussi, est-ce que cette personne, mon associé, il va tout faire, il est capable de tout faire, ou est-ce qu'il va devoir sous-traiter une partie à des freelances ou s'épauler de gens? Alors oui, première question, oui, ça me paraît un peu indispensable de s'acculturer au domaine du software, du logiciel. Alors clairement, il ne faut pas apprendre à être un développeur expert, mais je pense que se mettre à niveau sur les basiques et sur une connaissance générale du monde du software, c'est quoi le cloud, c'est quoi les API, à quoi ça sert, quels sont les avantages, quels sont les prérequis en termes de sécurité sur une application. Enfin voilà, à minima, il faut avoir ça pour avoir une connaissance et ne serait-ce que être crédible si demain vous êtes amené à vendre cette solution à des entreprises. Vous allez être en face parfois de directeurs informatiques qui vont vous poser des questions ou qui vont être regardants sur certaines choses. Si vous n'avez pas la connaissance ou les réponses adaptées, ça peut être dangereux. Donc oui, il existe des formations aujourd'hui de très bonne qualité en ligne pour ça. Euh, Après, est-ce que le collaborateur ou l'associé technique va devoir tout faire? Non, évidemment non. Aujourd'hui, on a la chance d'être, enfin, les développeurs ont la chance de pouvoir s'appuyer sur des solutions existantes. En général, on dit on va pas réinventer la roue. Demain, prenons l'exemple, nous, on a besoin d'analyser un fichier PDF et d'en extraire les données. Ben, ça sert à rien d'aller coder un algorithme qui va faire ça. Vous avez ce qu'on appelle une API, un service en ligne, qui le fait déjà très bien, alors qui parfois est disponible à l'achat ou directement sur une solution de cloud comme Microsoft ou Google. N'allez pas refaire ça, aucun intérêt. Utilisez ces briques pour les assembler et réussir à créer votre software. Votre software, c'est la promesse finale que vous avez, mais n'allez pas réinventer ces solutions. Vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à mon goût. Et après, est-ce qu'il peut se faire aider? Évidemment, puisque s'il n'est pas en capacité de développer la totalité des process, il peut faire appel à des experts. Aujourd'hui, c'est vrai que en ligne, on trouve assez facilement des experts dans différents domaines que vous allez pouvoir faire intervenir une journée, 2 journées, 10 journées pour vous aider à coder ou à intégrer une solution particulière. Donc, ouais, mes recos, ce serait effectivement de procéder comme ça. Ok, on a parlé donc un petit peu de la partie technique. Maintenant, on va voir un petit peu plus la partie commerciale. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai développé mon MVP, voire mon produit un peu plus abouti que ça, je vais le faire tester à des alpha-testeurs, des bêta-testeurs, des premiers utilisateurs, etc. La plupart du temps, au tout début, bah, c'est gratuit. Je leur fais au minimum une période d'essai ou bien des crédits gratuits au début, etc. Bon, il y a un moment, il faut qu'on commence à gagner notre vie. À partir de ce moment-là où on commence à gagner notre vie, on va essayer de déterminer un pricing et surtout une manière de vente, de vendre ce produit, ce logiciel. Comment est-ce que je le vends, ce logiciel? Comment je détermine mon pricing? On parle souvent, alors il y a plusieurs manières de déterminer un pricing, mais aussi de presser sa solution. Ça peut être au temps passé, ça peut être au nombre d'utilisateurs, ça peut être, etc., etc. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Ouais, alors il y a 2 sujets, je pense qu'ils sont intéressants à évaluer. C'est quel est mon canal de vente, comment je vais commercialiser mon produit et comment je vais le pricer. Parce que pour moi, les deux sont liés. Si on commence par la partie canal de vente, en fait, il y a trois grandes manières de commercialiser un logiciel SaaS, une solution SaaS. La première, et celle qu'on voit souvent, c'est le 100% online, la vente en ligne, où là, on a un website, une proposition de valeur, pourquoi pas une version d'essai, et puis une grille de tarifs qui est très claire, qui est affichée, et qui va permettre en self-service
aux clients de venir tester et acheter la solution. Donc là, l'idée, c'est d'attirer des clients sur ton site web transactionnel et qu'ils convertissent lui-même, Voilà. qu'ils se convertissent lui-même en client. Alors ça a énormément, on peut faire les avantages et inconvénients de ces solutions, je vais y revenir, mais ça a énormément d'avantages puisque bah, tu peux te permettre, si tu es plutôt bon en marketing et que tu as évidemment un logiciel de qualité, mais tu peux te permettre d'avoir une vente qui se fait sans force commerciale et tu peux te permettre aussi assez facilement, si ta solution est internationale, de pouvoir adapter ce tunnel de vente à des Américains, à des Italiens, et voilà. Donc ça, là on a une méthode de pricing qui va être très transparente puisque bah, voilà, on arrive sur le site et on choisit sa formule, on s'abonne. Ça a l'avantage effectivement de te permettre assez facilement de changer de politique commerciale, puisque bah, tu es assez autonome et c'est assez rapide. Ça a quelques inconvénients quand même, ces méthodes de vente, puisque bah, tu es très très lié à la qualité de ton marketing et à la qualité de ta relation client en ligne, puisque tu dois être irréprochable et accessible 24 heures sur 24. Voilà. L'autre façon de vendre ton software, si là on s'adresse, et ça c'est plus mon domaine d'activité, si on s'adresse à du plus grand compte, c'est de la vente directe via un réseau commercial. C'est-à-dire que tu as tes équipes de commerciaux qui vont, via différentes manières, identifier, prospecter des clients et proposer cette solution. Euh, Là, on va avoir une grille de tarifs qui peut être un petit peu plus adaptée et adaptable en fonction du contexte de ton client. En ligne, on a des grilles de tarifs très fixes. Là, si tu es sur des approches commerciales, tu vas pouvoir packager, entre guillemets, ou adapter ton offre commerciale, ta proposition en fonction de ton interlocuteur. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Alors, c'est une méthode qui est beaucoup plus complexe puisqu'elle te nécessite des ressources humaines. Il te faut des commerciaux qui sont formés, qui sont à jour et qui sont en capacité d'adresser un grand nombre de clients et de pouvoir adapter ta solution. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que tu vas pouvoir éviter de rater une vente parce qu'il va manquer une petite fonctionnalité, où tu vas pouvoir utiliser ta roadmap pour présenter un peu l'avenir de ta solution auprès du client. Donc, en termes de présentation, ça a certains avantages. La troisième façon de faire, mais qui est intéressante, alors qui est rarement évoquée, mais qui est quand même très intéressante, c'est de faire appel à des réseaux de revendeurs intégrateurs. Donc, c'est de la vente indirecte. Donc, cette fois-ci, tu ne seras plus directement le vendeur de la solution, mais tu vas proposer ta solution à un réseau existant d'intégrateurs de logiciels, à un réseau existant d'entreprises de services dans le numérique, et qui vont eux-mêmes être proposés à leurs clients, à leur réseau, ta solution. Donc là, l'avantage, c'est que bah, commercialement, tu vas t'appuyer sur le réseau de quelqu'un d'autre qui est déjà présent, qui a parfois déjà la confiance de certains clients en grand compte. Tu vas accélérer les processus de vente. Ça peut être plus simple. Par contre, tu vas devoir forcément, tu n'auras pas 100% de la valeur de ton software. Tu vas rétrocéder une partie de la marge à ton intégrateur. Un autre avantage aussi de cette solution-là, c'est qu'au quotidien, le suivi est simplifié puisque la relation au quotidien, l'intégration et la relation client est déléguée à cette société. Inconvénient, par contre, tu perds un peu la main dans le sens où bah, parfois tu perds un peu les feedbacks du terrain en passant par des revendeurs. Tu peux également avoir quelques soucis si tu utilises de mauvais intégrateurs ou des gens qui auraient des problématiques à intégrer. Tu peux éventuellement dégrader ton image autour de ça. Et pour revenir sur la partie pricing, effectivement, il y a différentes manières de pricer un produit. Alors, soit tu analyses ce que fait la concurrence. Tu dis, bah voilà, aujourd'hui, tel concurrent sur tel segment propose un logiciel qui vaut 159 € par mois. Quelle proposition je vais avoir en face et donc comment je vais me positionner par rapport à ce prix existant, vraiment en comparaison. La deuxième façon de faire, ça peut être de se dire, bah voilà, aujourd'hui, mon logiciel, parce qu'il n'y a pas vraiment d'existence sur le marché ou c'est compliqué d'évaluer, eh ben, je vais calculer mon coût de revient d'hébergement, de développement et je vais y appliquer une marge de 30, 50, 80% en fonction du secteur sur lequel tu es, qui va t'aider à déterminer un pricing. Bon, je suis pas super convaincu par cette solution. Et la deuxième solution, je pense sur laquelle il faut le creuser, il faut s'attarder, c'est plutôt d'essayer d'évaluer quelle est la valeur de ce que tu apportes à ton client. C'est-à-dire très concrètement, si on reprend l'exemple de notre solution VistaFlow,
finalement, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient remplacer une saisie manuelle par un traitement automatique. Donc, on a fait gagner, en l'occurrence, des impressions papier pour certains, on l'a vu, du temps de saisie, du contrôle qualité. Donc, tout ça, c'est du temps. Et dans l'entreprise, si on est capable de dire, bah, demain, notre solution logicielle va vous permettre de faire en 30 secondes ce que vous faisiez en 5 minutes, il est assez facile de calculer un ROI et donc de se dire, j'ai fait gagner, je dis n'importe quoi, 10 euros à mon client, qu'est-ce qu'il peut accepter de payer par rapport à la valeur que je lui apporte. Donc là, on va vraiment être sur une notion de perception de valeur apportée. Et nous, en l'occurrence, sur Vistaflow, c'est sur cette approche tarifaire que l'on est, sur un prix à la commande, puisque nos clients vont payer un coût fixe de traitement de commande. Et très facilement, ils sont capables de connaître le ROI en se disant, je paye aujourd'hui ça, alors qu'avant, ça me coûtait autant. Voilà. Donc, clairement, le pricing, c'est un des sujets les plus complexes dans le SaaS. Et c'est toujours très, très compliqué d'adapter un pricing. Mais en tout cas, voilà, il y a voilà des pistes, en tout cas, pour travailler et essayer de trouver le bon modèle et celui qui va être gagnant-gagnant. Est-ce que toi, ce pricing, tu l'as fait évoluer au cours du temps dans ta précédente aventure, beaucoup? Ouais, oui, oui, évidemment. Alors, en général, la première raison, c'est qu'au tout départ, on a tendance à être à trop bas prix. On souhaite être agressif au niveau des tarifs, on souhaite comparer des solutions qui finalement ne le sont pas vraiment, ou à du gratuit. Nous, en face de nous, on avait des solutions gratuites comme YouTube, comme Vimeo, des choses comme ça. Donc forcément, euh, c'est compliqué d'arriver en disant, voilà, ma solution, elle coûte 40 000 euros. Donc ça, c'est la première erreur qu'on fait. Et oui, après, naturellement, tu vas adapter ton discours et ton pricing en fonction des usages et de la manière dont il est utilisé. Et aussi de la manière dont est organisée l'entreprise. Et là, il y a un point qui est important à prendre en compte aussi, c'est que vos clients en face, ils ont parfois des budgets. Et en fait, il faut aussi leur permettre de maîtriser ces budgets. Et l'inconnu qu'ils peuvent avoir parfois sur du SaaS, c'est que parfois les usages sont faits, enfin le pricing est fait en fonction de l'usage de la solution. Et il est parfois intéressant de dire à votre client, bah moi je vous propose une solution, c'est que je vous propose de faire de l'illimité. Ne vous souciez pas de la quantité de traitement. Vous avez un budget annuel estimé de 30 000 euros pour traiter ce problème. Et ben nous, on va vous faire un forfait où, quel que soit le volume, on va vous garantir le bon fonctionnement, le traitement de vos contenus, de manière à ce qu'il ait une parfaite et que voilà, il vous ait délégué cette fonction. Donc l'illimité, typiquement, est une solution on a opté à l'époque de NovaStream pour certains clients. Et est-ce que tu as toujours fait soit des périodes d'essai ou tu vois, au début pour que le client se rende compte de la valeur ajoutée du produit? Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai même envie de te dire que ça a été et c'est toujours, on le fait actuellement avec la nouvelle solution, le meilleur processus de vente pour nous, c'est ce qu'on va appeler, alors certains appellent ça des POC, des Proof of Concept. C'est des périodes d'essai, de test, grandeur nature, où on va présenter effectivement la solution à notre prospect, mais on va lui dire, on va faire une chose, on va activer la solution et on va vous la mettre à disposition pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous allez l'utiliser. Alors, on va vous accompagner parce que là, il faut lui tenir la main pour apprendre à utiliser le logiciel et lui montrer la valeur apportée. Et l'idée, c'est que dès le départ, on va lui dire voilà un petit peu ce que coûte la solution et on va ensemble essayer de se fixer des objectifs. On peut se limiter à 3 objectifs, par exemple, pendant ce POC et de se dire à l'issue des 3 mois, on va regarder ensemble si oui, la solution a répondu à ces 3 points-là et qu'économiquement, elle est adaptée à votre solution. Et si vous êtes bon, effectivement, sur la phase de POC, si vous accompagnez bien le client et que ça se passe bien, en général, le taux de transformation est très élevé. Enfin, nous, je sais qu'on avait des taux de transformation qui étaient, et on continue à utiliser cette technique d'onboarding amélioré, premium, on va dire. Attention, ça peut pas s'adapter à tous les business. Voilà, enfin, forcément, ça nécessite des ressources, du temps, de la présence. Mais si demain vous vendez un software qui va aller s'installer dans un grand groupe, que vous allez facturer plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça peut valoir le coup de passer ce temps à onboarder, entre guillemets, votre client au départ. Ok, très clair. Dans tous les business, il y a des chiffres à surveiller. Il y a ce qu'on appelle des KPIs.
des chiffres, des métriques à surveiller. Avec Marianne et avec Quentin sur les restaurants, on a parlé du ticket moyen, du nombre de couverts. Dans le e-commerce, on parle souvent de taux de repeat, à quel point les gens reviennent consommer, les clients, etc. Dans le software, dans le SaaS, il y a évidemment des KPIs spécifiques à regarder. Quels sont-ils selon toi? Alors, il y a effectivement les termes qu'on va retrouver les plus fréquents. Alors, en plus, toi qui es dans l'investissement, dans les startups, tu vois passer pas mal de decks ou de présentations, en tout cas, de jeunes startups qui se lancent et qui souvent présentent ce qu'on appelle, ce qu'on nomme le MRR ou l'ARR. Ça signifie quoi? C'est le Monthly Recurring Revenue, c'est-à-dire les revenus récurrents mensuels ou les revenus récurrents annuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est à date le montant facturé chaque mois récurrent auprès de mes clients. Donc ça, c'est un très bon indicateur et c'est le premier indicateur qu'on va analyser sur une solution logicielle. C'est quel est mon niveau de MRR, c'est-à-dire quel est mon niveau de revenu récurrent grâce à mes abonnements, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ces logiciels sont loués et donc on empile finalement des clients au fur et à mesure et on amasse du MRR. Alors, c'est bien si on peut en ajouter, mais malheureusement, il y a aussi un autre terme qui revient souvent, ça s'appelle le churn. Le churn, c'est l'autre indicateur qu'on regarde, c'est quel est le taux de perte de clients. Combien de clients est-ce que je perds? Quel est le pourcentage de clients que je vais perdre sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Bon, naturellement, on a des clients qui partent et c'est un autre indicateur qui est suivi de près pour la croissance. Il y a aussi ce qu'on appelle le CAC, CAC, c'est finalement votre coût d'acquisition client. C'est le total de tout ce que vous avez dépensé pour gagner ce client, donc en publicité, en marketing, en présence sur un salon. Bref, tout ce que vous avez pris, vous le divisez par le nombre de vos clients et ça vous fait un coût moyen d'acquisition. Ça peut être 50 € pour un produit en ligne, ça peut être 4000 € pour une très grosse session qui nécessite des moyens humains importants. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, en moyenne, pour gagner un client, j'ai besoin de dépenser 1000 €. Et donc, forcément, quelqu'un qui va prendre un peu de recul va vous dire, OK, si tu veux atteindre tel objectif, il faut que tu prévois les moyens financiers pour financer cette acquisition client. Et le dernier qu'on pourrait citer, c'est la lifetime value, c'est le customer lifetime value, toujours des termes anglophones. C'est la traduction du chiffre d'affaires que va te rapporter ce client pendant toute la période pendant laquelle il sera chez toi. Voilà, j'ai dépensé 1000 € pour le gagner. Il est resté chez moi pendant 4 ans. Ben voilà, pendant 4 ans, je lui ai facturé 40 000 €. Voilà, donc ça, c'est combien j'ai dégagé de valeur sur toute cette durée. Et donc, tous ces KPIs, vous verrez, allez voir en ligne, il y en a toute une série. Il y a quelques KPIs comme ça qu'il est important de suivre et vous serez de toute façon amené à les suivre pour évaluer un petit peu la santé de votre startup. Donc ça, c'est les basiques effectivement du monde du SaaS qu'il faut connaître évidemment. Toi, concrètement, chaque jour, chaque matin en arrivant au bureau, ou chaque vendredi, ou chaque lundi, ou chaque fin de mois, c'était quoi un peu les chiffres vraiment clés que tu regardais dans ton business avant et aujourd'hui aussi dans ce nouveau business? Ouais, alors nous, la particularité, c'est qu'on s'adresse, c'est des solutions SaaS qui s'adressent à des très grands comptes ou à des grands ou des très grands comptes. Donc on n'est pas sur des process avec une dizaine, une vingtaine, une trentaine de ventes par semaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on était plutôt sur le nombre de leads que l'on avait généré chaque semaine, chaque mois. Ça, c'est extrêmement important puisqu'il y avait en amont tout un travail d'inbound marketing, comme on appelle ça, qui est de travailler sa présence sur Internet et son aura pour pouvoir faire venir des clients vers soi. C'est quand même ce qui est le plus intéressant, le plus agréable. Et donc, on regardait un petit peu combien, avec les investissements marketing, le contenu qu'on avait produit sur le blog, la campagne payante qu'on avait mis sur LinkedIn, etc., on regardait un petit peu quel était le nombre de leads de qualité qu'on avait pu générer. Ça, c'était le truc le plus intéressant. Évidemment, le nombre de leads qui ont été transformés en de vraies opportunités de business chiffrées, et puis la signature. L'autre élément, c'était effectivement la croissance de l'utilisation. C'est-à-dire que nous, on vendait une plateforme avant, une plateforme d'hébergement vidéo, et l'une des variables d'ajustement du tarif, c'était le volume de stockage des vidéos. Donc forcément,
on avait tout intérêt à ce que nos clients stockent un maximum de vidéos pour augmenter les volumes. Et donc, on regardait ces indicateurs et on avait aussi un rôle de conseil auprès des clients sur comment produire des contenus, comment mieux utiliser la vidéo dans l'entreprise. En tout cas, les inciter à produire des vidéos parce que sans vidéo, notre plateforme ne fonctionnait pas. Voilà. Donc, on avait aussi ce travail de promotion. Et puis le churn, toujours être à l'affût effectivement de signaux faibles d'un client qui étrangement met plus en ligne de vidéo depuis quelques temps, ou se plaint de problèmes techniques ou je ne sais quoi. Être très très attentif pour éviter effectivement lors du renouvellement d'avoir un client qui vous dit bah non en fait la solution m'intéresse pas, j'arrête. Voilà. C'est essentiellement les 3 points que je surveillais moi à l'époque. Donc, autrement dit, tu regardais en fait l'entonnoir, c'est-à-dire Mmh. combien il y a de prospects au tout début et puis comment je les convertis, j'arrive à leur apporter de la valeur pour les signer en clients à la fin. Et Mmh. évidemment, ces clients, quand ils sont là, on va essayer de leur vendre plus qu'avant, donc upsell, cross-sell, et de leur vendre des différents produits, etc. Donc ça amène à une autre question, c'est une fois que j'ai chopé ces clients, une fois que j'ai signé, comment est-ce que je les fidélise sur le long terme? Comment est-ce que je leur vends d'autres choses? Comment est-ce que je les garde? Comment est-ce que je les Mmh. chouchoute pour que surtout ils ne partent pas, ils ne churnent pas? Et aussi, corollaire de tout ça, bah, comment j'en trouve toujours finalement des nouveaux parce que je me dis finalement, bah Mmh. tiens, attends, une fois que j'ai épuisé mon réseau de 10 ou 15 entreprises amies au début, bah, comment je vais faire pour en choper d'autres, quoi? Ouais. Alors sur la partie fidélisation, il y a un travail qui est hyper important à faire de suivi de ses clients. Donc ça, de manière récurrente, il faut organiser. Alors il y a des métiers qui existent dans les startups SaaS. Il y a un métier qui s'appelle le CSM, Customer Success Manager, qui a pour rôle finalement d'intervenir non pas en amont lors de la vente, mais après en aval, l'utilisation. Et donc, l'idée, c'est que cette personne dans l'entreprise va analyser un peu la manière dont le client utilise son logiciel, va l'appeler, va l'aider à résoudre des problèmes, va lui présenter les nouvelles fonctionnalités. Voilà. Ce travail de CSM est extrêmement important et fait naturellement sur tous les clients premium. C'est-à-dire tous les clients qui sont les plus importants pour vous. En général, dans les grands groupes, c'était le cas chez Umaps, par exemple, ils avaient des CSM dédiés, donc des interlocuteurs dédiés qui vont garantir l'accompagnement. Donc ça, c'est la première chose. Après, des bonnes pratiques, il y en a également dans l'organisation de webinaires ou de réunions d'information, de présentation des évolutions de son software, parce que un logiciel est amené à évoluer. Donc, les clients ont souvent des demandes en se disant, voilà, est-ce que vous allez rajouter telle fonctionnalité? Comment vous allez traiter tel problème? Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de manière trimestrielle, d'organiser en ligne ou en présentiel des présentations de la roadmap, ce qu'on appelle la roadmap produit, pour présenter un peu les nouveautés et pourquoi pas aussi faire témoigner des clients sur leur utilisation du logiciel. C'est assez intéressant sur la réassurance ou simplement mettre en relation des clients entre eux pour qu'ils fassent des échanges de bonnes pratiques. Et pour rebondir sur ta question du comment en gagner d'autres, ben justement, les cas, les témoignages et les cas clients sont très très bonnes solutions. Moi, je vous recommande vraiment de travailler sur la satisfaction de vos clients existants, le témoignage, parce qu'il n'y a rien de plus rassurant que de connaître un confrère qui a le même métier que vous et qui va vous dire ou qui va expliquer en vidéo ou lors d'un webinaire dans un salon, qui va vous expliquer comment votre logiciel lui a changé la vie dans son traitement dans l'entreprise. C'est le meilleur commercial qui existe. Donc, typiquement, la recommandation et les témoignages clients, abusez-en. Voilà, absolument, parce que c'est pour moi un des meilleurs leviers pour faire de la vente, surtout sur du SaaS, vers des grands comptes. Ouais. Alors, on a parlé de toutes ces choses positives, les chiffres à surveiller, comment ça se passe au début, la croissance, les premiers clients, les prospects, le pricing. Il y a forcément aussi des choses négatives dans l'entrepreneuriat. Tu vas pas me contredire, je pense, hein. Mhm. C'est un peu les montagnes russes. Euh, Est-ce que tu as commis des erreurs dans ta carrière d'entrepreneur et à ton avis, quelles sont un peu les erreurs que tu as pu voir toi dans ton projet, mais aussi dans les projets de tes potes Mhm. ou confrères ou concurrents, chefs d'entreprise dans le SaaS?
C'est quoi un peu les erreurs basiques à surtout éviter quand on entreprend dans le SaaS? Wow, c'est un vaste sujet parce que, ouais, c'est, enfin, alors, qu'est-ce qui me revient en tête le plus rapidement? Je dirais de vouloir grandir trop vite. Alors, il y a deux sujets là. Le premier, c'est de vouloir grossir très vite et finalement ne pas avoir des bases solides, ne pas avoir la bonne équipe, d'avoir vraiment ce tronc de départ qui est vraiment extrêmement important. Ne pas avoir structuré ou organisé, avoir une organisation interne assez solide pour être capable d'accélérer et de dupliquer. Ça, c'est la première erreur qui est commise parfois. On met les personnes ou l'organisation après, alors qu'en fait, il faut qu'elle soit rodée dès le départ. En croissance trop rapide aussi, on entend souvent dire ah, je vais attaquer l'international. Oui, bah, allez, on va tout de suite aller à l'étranger. Euh, Interroger des patrons de start-up qui se sont ouverts à l'étranger et vous allez voir ce qu'ils vont vous raconter. Qu'effectivement, un, ça coûte extrêmement cher. Deux, bah, c'est pas la même culture. Si vous partez aux États-Unis demain, vous allez vous rendre compte que ça marche pas de la même manière. Il faut tout localiser. C'est-à-dire que si vous avez besoin de commerciaux, bah, vous avez besoin de commerciaux sur le terrain, qui ont la culture locale. Vous avez besoin de CSM, on en a parlé, qui ont la culture locale. Vous allez devoir assurer le support en anglais et pas en français, etc., etc. Donc, ça nécessite vraiment d'avoir une démarche longue qui peut s'avérer coûteuse, qui est payante, parce que ceux qui l'ont fait le regrettent pas en général, mais il faut pas sous-estimer les moyens financiers pour attaquer l'international. Après, dans les autres erreurs, peut-être de parfois un petit peu trop s'accrocher au pouvoir, dans le sens où au départ, vous êtes une petite équipe de 3 ou 4 personnes et vous avez un petit peu la main sur tout et vous pensez savoir un peu tout faire. Je pense que là où il faut avoir du courage aussi à un moment donné, c'est de savoir laisser sa place à des personnes qui sont meilleures que soi. Si je parle du marketing, si je parle du commerce, pourquoi pas de la technique. Enfin, la technique, c'est plus inquiétant si vous n'êtes pas au point là-dessus. Mais en tout cas, sur ces aspects-là, il y a un moment donné où il va falloir être en accord de déléguer ça à des personnes capées, expérimentées, meilleures que vous pour être capable de structurer et de grandir. Donc ça, c'est lâcher prise sur certains sujets parce qu'on n'est pas en capacité de tout faire. Quoi d'autre Ouais, voilà. Voilà moi ce que j'ai en tête essentiellement sur les Ok. erreurs qui sont souvent commises. Ouais. On mettra en commentaire de la vidéo aussi un livre qui t'a pas mal aidé, je Hmm, crois, qui s'appelle Tous les secrets de la croissance pour accélérer il la est là. vente. C'est ça. Alors je sais pas s'il se verra la Ouais, pochette. Ouais, non, on se voit pas terrible. Bon, bref, ouais. je donnerai les références, mais c'est un bouquin qui est vraiment canon. Il fait 150 pages. C'est édité chez 1 minute 30. Ça s'appelle Tous les secrets de la croissance pour accélérer la vente de votre solution logicielle. Bon, ils ont fait ça parce que ça reprenait Stas. C'est écrit par Colin Lalouette et Gabriel Dabiche-Bebel. Et c'est canon parce que ça reprend un peu tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Et dedans, il y a aussi c'est sympa, ils ont fait des témoignages de patrons de startups qui se sont lancés dans le SaaS et qui témoignent, qui donnent des anecdotes ou des sujets. C'est vraiment, vraiment un super bouquin, je vous le recommande. Voilà. Merci pour la reco, Blaise. On a fait déjà un bon tour ensemble. Pour terminer un peu justement cette discussion sur le SaaS, ce serait quoi un peu, toi, tes tips, tes recommandations aujourd'hui si quelqu'un venait te voir et te disait, écoute, moi, je veux me lancer dans le SaaS, dans le logiciel, dans le software parce que j'y crois. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense qu'il y a plein de valeurs à aller chercher. Je pense que c'est des sociétés qui se valorisent bien à la revente, etc., etc., parce que c'est du revenu récurrent, parce que c'est tout ce que tu as dit pendant 1 heure. Ce serait quoi un peu tes deux, trois tips pour le démarrage, pour le début, et puis sur le long terme, pour le ou la motiver, parce que te dirais, bah attends, d'une part, je sais pas trop par quoi commencer, bon ça on l'a dit un peu, mais est-ce que Mm. sur le long terme, mon marché, est-ce qu'il va pas bouger tu vois, j'ai un peu peur de me lancer un peu dans le vide. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, alors soyons clairs aussi quand même sur J'ai vu passer une stat là en préparant notre intervention, je lisais des chiffres et alors je crois que la stat sur le nombre l'échec des startups, c'est à peu près 90% à terme des startups qui échouent.
Donc 10%, c'est à peu près le même stat qu'au poker, je crois, parce qu'on est tous les deux joueurs, donc on sait ce que c'est. Et l'autre stat qui m'a impressionné, c'est que 75% des solutions logicielles qui sont développées partent à la corbeille. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un chemin trop simple non plus. Hein. Si on cumule les deux, vous êtes quand même en train de vous rendre compte que c'est quelque chose qui est complexe. Mais sincèrement, tout le monde est capable de réussir dans le SaaS. À partir du moment où vous avez la bonne idée et que vous arrivez, et ça sera Marocco, je disais tout à l'heure, vous arrivez à dénicher des niches, à trouver ces petites fonctionnalités, des choses simples, restez dans des choses simples, prenez une verticale, concentrez-vous sur quelque chose de simple. Développer la petite feature, ce qui va bien. Voilà, moi, ça serait vraiment Marocco, c'est concentrez-vous, allez sur un segment et soyez expert. C'est-à-dire, essayez pas d'être généraliste, essayez de nous, là, je prends l'exemple de VistaFlow, le sujet qu'on traite, c'est la commande entrante par mail. Voilà, c'est un sujet, c'est très clair. Il faut qu'on soit expert et qu'on soit irréprochable sur ce segment-là. Donc, ne vous diversifiez pas trop, essayez de trouver un sujet sur lequel vous êtes à l'aise, qui vous passionne, et essayer de vraiment craquer le système. C'est la première chose. Deuxième chose, ne développez rien sans avoir un pool d'utilisateurs dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il faut ne pas se dire oui, je vais développer un logiciel qui va faire ça. Non, non, non. Déjà, trouver un cas d'usage concret et proposer à ces personnes de développer et de devenir co-concepteurs, co-créateurs de votre solution et de l'utiliser. Là, nous, on a effectivement aujourd'hui un POC qui est en cours avec un client. Chaque jour, il nous remonte des remarques et des demandes d'amélioration qui sont hyper concrètes. Et on sait que tant qu'on n'a pas craqué ça, tant qu'on n'a pas résolu ces petits problèmes-là, ben, ils n'utiliseront pas notre produit. Et ça, il n'y a que eux pour vous remonter ces petites remarques. Donc ça, c'est ma troisième reco, c'est frottez-vous avec le terrain. Allez tester votre solution sur le terrain. Et une fois que vous avez levé tout ça, ça fonctionne, vous avez des clients, enfin, des utilisateurs qui sont satisfaits, vous avez le sentiment d'être différenciant sur le marché, d'avoir une vraie offre différente. Après, vous travaillez la partie marketing et vente, normalement, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça, éviter finalement de développer un truc qui servira à personne et Voilà. en pré-testant le truc avant. Juste encore une fois pour finir, est-ce que tu as des grandes tendances que tu vois en ce moment ou des secteurs ou des métiers où tu te dis, attends, là, il y a des trucs à faire, clairement. Alors, tu nous as cité ton nouveau projet, évidemment, mais je suis sûr que tu as vu passer bon, alors il y a la grande tendance de l'intelligence artificielle, il y a bien sûr des choses à faire dedans, certainement, tu vas nous dire. Mais est-ce qu'il y a des secteurs, des métiers, tu vois, parce que quand tu dis justement trouver sa niche, est-ce que tu as deux, trois exemples en tête comme ça un peu en te disant, là, il y a des trucs à faire clairement? Alors, tout à l'heure, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais effectivement, sur les sources d'idées, moi, je vois déjà en allant rencontrer nos prospects pour pitcher VistaFlow, on est reparti avec déjà une deuxième idée. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait plusieurs rendez-vous pendant lesquels ces prospects nous ont tous demandé une autre fonctionnalité. Sauf que c'est une fonctionnalité qui est un petit peu annexe à ce qu'on fait, mais qui est revenue quand même 3 ou 4 fois. Donc, on s'est dit, voilà, la preuve qu'il faut aller discuter, il faut aller rencontrer, puisqu'ils nous ont sorti une demande intéressante. Il y a aussi des opportunités parfois qu'il ne faut pas oublier. Parfois, il y a des changements de loi ou des changements je vais prendre l'exemple. Comment ça s'appelle? Acceptio. Ouais, Acceptio. Vous savez, c'est quand vous allez sur le site web, vous avez cette petite pop-up qui vous dit est-ce que vous acceptez ou refusez les cookies? Bon, ben ça, dites-vous que toutes les personnes qui gèrent un site internet ont dû faire développer la petite pop-up qui va bien avec les règles qui sont hyper complexes. Et ben, voilà, une opportunité de créer un business, c'est de développer une brique toute faite qui vaut une dizaine d'euros par mois, mais quand vous en avez 10 000 qui sont abonnés, c'est chouette. Une solution très simple. Donc, regardez aussi ce qui se passe au niveau législatif, au niveau des organisations, parce que parfois, vous allez simplement venir donner l'outil qui permet de simplifier la vie par rapport à un changement d'organisation. Donc, après, effectivement, l'arrivée de l'intelligence artificielle va ouvrir beaucoup de possibilités. Nous, on est clairement dans ce domaine. Lisez beaucoup, faites de la veille. Il y a des newsletters, il y a des sites web aujourd'hui qui vous donnent les tendances, qui vous présentent ce qui peut se faire à l'étranger, aux États-Unis, en Asie. Donc, regardez ce qui se fait ailleurs parce que forcément, parfois, ça arrive chez nous quelques années après ou quelques mois après. Donc, il n'y a pas de secret sauce, mais voilà, informez-vous, regardez l'actualité et surtout, allez sur le terrain. Allez rencontrer des pros, demandez-leur où est-ce qu'ils ont mal. Voilà.
Hyper clair, Blaise. Bah, écoute, merci beaucoup Mm. pour tous ces conseils d'insider. On peut te suivre sur LinkedIn, j'imagine. Mm. Ouais, Euh, et puis on va te souhaiter le meilleur, la meilleure réussite pour ton nouveau projet entrepreneurial. Et puis, nous, on aura le plaisir de se recroiser sur des sujets entrepreneuriaux et aussi d'investissement, j'imagine. exactement, avec plaisir. Bah, merci en tout cas, Quentin, c'était chouette d'échanger avec toi. Et puis, bah, laissez-moi des messages sur LinkedIn si jamais vous avez des questions ou si je peux vous aider. Je le ferai toujours avec plaisir. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Mm. Blaise. Salut, à très bientôt. À bientôt, salut.